Pour changer un petit peu de l'Égypte, j'avais eu envie de revenir vers mes vieilles amours, c'est-à-dire l'histoire de Paris, et en l'occurrence l'histoire des Halles, l'histoire du ventre de Paris telle que Zola l'a définie en 1873, parce que c'est une histoire très longue, vous allez voir, c'est une histoire qui court presque 1000 ans, plus de 1000 ans, hein, depuis l'origine jusqu'à non pas nos jours. On s'arrêtera à la fin du ventre de Paris, quand Paris n'a plus de ventre finalement, en 1971. Donc c'est assez loin, mais c'est assez proche aussi, bien sûr, quand tout commence au XIIe siècle. Donc voilà, donc c'est une histoire passionnante, un des pans de Paris qui n'a pas beaucoup été traité. Pourquoi? Parce que c'est un sujet, alors je dis toujours, hein, c'est un sujet complexe. Non, ce n'est pas un sujet complexe, c'est un sujet surtout très long, puisqu'il s'intègre même dans le cœur de la rive droite de Paris, les Halles étant situées idéalement encore aujourd'hui tout près de l'hôtel de ville, entre l'hôtel de ville et le Louvre. Elle est juste à côté du Châtelet, donc en plein centre-ville actuellement, mais ce n'a pas toujours été le cas. Donc on va essayer de comprendre un peu toutes ces mutations. Donc trois grandes parties pour mieux comprendre l'évolution de ce ventre de Paris. On va revenir à l'origine, à tout l'origine, qui est d'abord le cimetière des Innocents, oui, parce que tout commence dans un cimetière. Alors, ce n'est pas forcément un sujet très rigolo, mais ça fait partie aussi de l'histoire parisienne, plus que peut-être plus que n'importe quel autre endroit, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus évidemment rien du tout de ce cimetière des Innocents. Et puis, deuxième partie, nous allons parler bien de la halle royale, celle qui va être créée au XIIe siècle donc par Philippe Auguste. Et puis, nous terminerons bien sûr, évidemment, par le morceau de choix, qui évidemment, les halles de Baltard, que certains d'entre vous, d'entre nous, ben, pas moi en tout cas, mais d'entre vous ont connu, puisque ces halles de Baltard seront détruites intégralement en 1971. Et que, bien sûr, eh bien, certains auditeurs, je sais ce soir, ont eu la chance de pouvoir connaître ces halles de Baltard avant leur destruction. Alors, je commence avec un très beau tableau que vous voyez ici, qui est donc un tableau signé par Léon Lermite. Alors, Léon Lermite, c'est l'arrière-grand-père de l'acteur Thierry Lhermitte, il faut le savoir, et qui est un peintre un petit peu pompier du XIXe siècle, qui va peindre ce tableau des Halles donc en 1895 pour l'Hôtel de Ville de Paris. Alors on y voit vraiment, je trouve que en tout cas c'est une des œuvres peintes les plus impressionnantes que j'ai pu trouver, où l'on voit vraiment l'ambiance qu'il y avait donc avec Saint-Eustache au fond, hein, pour ceux qui connaissent Paris, Saint-Eustache que vous voyez ici, qui est la grande église des Halles. Et puis, bien sûr, ces pavillons de Baltard que l'on voit sur le côté avec ce carreau des marchands de légumes qui s'activent devant les pavillons de Baltard. Donc, c'est toute une ambiance qui est extrêmement, un tableau que j'aime beaucoup, qui est conservé aujourd'hui au Petit Palais. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout commence par un cimetière. Vous allez dire quel rôle d'histoire pour parler d'alimentation et de nourriture, puisque l'on commence avec la faim, on commence avec un cimetière. Bien sûr, il y a presque une relation, on va dire, de cause à effet, on va dire Eros pour la bonne bouffe, et puis Thanatos pour le cimetière. Une relation qui est inscrite dans ce paysage parisien. J'ouvre un peu pour m'écouter parler, sinon je ne m'entends plus du tout. Voilà, d'abord un cimetière, puisque tout a commencé à l'époque mérovingienne, au VIe siècle après Jésus-Christ. Alors voilà, je vous montre d'abord une œuvre qui est la seule œuvre conservée aujourd'hui de ce cimetière des Innocents, qui est une sorte de transit, c'est-à-dire un corps, un squelette qui est donc dans toute sa splendeur, conservé aujourd'hui au musée du Louvre, et qui est une allégorie de la mort, dite la mort Saint-Laurent, en albâtre, conservée au musée du Louvre, et qui date des années 1520-1530. C'est une œuvre assez impressionnante, comme vous pouvez le voir. Il y avait une inscription vous voyez, sur l'écu que brandit la mort sur le côté droit. Il n'est vivant tant soit plein d'art, ne le force pour résistance, que je ne frappe de mon dard pour bailler au vert leur pitance, prier Dieu pour les trépasser. Et voilà une sculpture qui se trouvait donc en plein milieu du cimetière des Innocents, donc au XVIe siècle, déplacée à la fin, donc quand le cimetière a été détruit en 1786, déplacée à Notre-Dame. Ensuite, elle est allée au Musée des Monuments Français, aux Petits Augustins, qui
était le grand musée de l'époque révolutionnaire, et puis pour finir au Louvre en 1866. C'est le seul élément que nous avons conservé de ce premier cimetière, de ce cimetière des Innocents, dont on va un petit peu développer la suite. Alors, tout commence où? Eh bien, voilà un plan de Paris donc entre 500 et 800 après Jésus-Christ. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire tous les plans que j'aurais aimé. Donc, là, je les ai piqués, entre guillemets, à un site que je vous recommande pour ceux qui s'intéressent à l'histoire parisienne, qui s'appelle l'Atlas historique de Paris, qui est en ligne. Vous avez tous des plans, des dizaines et des dizaines de plans extrêmement bien faits par Michel Huard, qui a créé ce site sur l'histoire parisienne. Donc, voilà un petit peu où se situe à l'époque. Donc, vous voyez, on est en haut de la carte, on est au nord, on est bien sûr sur la rive droite. Notre-Dame-des-Bois et déjà un cimetière, vous voyez, à l'époque mérovingienne, carolingienne. À l'époque, Paris, bien sûr, n'est pas du tout développé comme il l'est aujourd'hui. Vous avez, bien sûr, rive gauche, l'ancienne Lutèce, l'ancienne ville des Romains. Et puis, bien sûr, à l'époque des grandes invasions, le peuple parisien va se protéger dans des fortifications, donc à cette époque-là, sur l'île de la Cité, qui est encore tout à fait donc très petite, avec une première basilique, la basilique Saint-Étienne, juste à côté de la future église Notre-Dame, qui sera construite au XIIe siècle. Et puis, en 1163 exactement. Et puis, donc, vous avez toute cette rive droite, qui est finalement une rive marécageuse. Hein, vous voyez tous ces marécages en vert bien dessinés ici. Et puis des monticules où la Seine, quand elle déborde, ne va pas jusque-là. Vous avez Saint-Germain-le-Rond, l'Auxerrois, qui est une première paroisse ici déjà. Hein. Saint-Germain-l'Auxerrois est juste à côté du Louvre. Le Louvre n'est pas du tout, bien sûr, construit. Hein, comme vous le savez, ça sera l'œuvre de Philippe Auguste beaucoup plus tard. Et puis, vous avez des petits baptistères, des petites églises comme ça construites sur cette rive droite. Et nous avons Notre-Dame-des-Bois ici au nord, qui est donc le premier cimetière mérovingien de cette partie de Paris. Vers l'an 1000, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous montrer que des plans ce soir. J'ai sélectionné vraiment toutes les images qu'on pouvait avoir sur ce sujet. Vers l'an 1000, donc, on remarque bien sûr déjà la rive droite est beaucoup plus peuplée, qu'il y a déjà des rues qui se dessinent. Et les principales rues que vous connaissez sans doute, hein, c'est la rue donc, de Saint-Denis, qui est ici cette grande ligne nord-sud qui rejoint la basilique, bien sûr, Saint-Denis, qui sera bien sûr là où seront enterrés les rois, on va en reparler tout à l'heure. Et puis, deuxième chemin vers Senlis, ici, qui est aussi parallèle à cette rue de Saint-Denis, vers le nord. Et puis, une autre route qui part des Champeaux, là, voilà, nous sommes aux Halles, les Champeaux qui s'appelaient comme ça à l'époque, qui n'était pas encore un marché, mais vous avez ce cimetière bien délimité vers l'an 1000. Et puis, cette rue qui existe encore aujourd'hui, exactement au même emplacement, la rue Montmartre, qui est allée rejoindre aussi l'abbaye célèbre à l'époque, l'abbaye de Montmartre. Un des premiers plans, donc on est beaucoup plus tard, mais un des premiers plans dont on dispose des Halles pour se faire une petite idée un petit peu de la proximité du cimetière des Innocents, puisque c'est mon sujet, cette première partie du cimetière des Innocents. Vous le voyez ici, ce cimetière des Innocents, près de la rue Saint-Denis qui passe ici, avec les églises Saint-Leu-Saint-Gilles qui existent encore, le sépulcre qui n'existe plus. Donc ce cimetière encadré par des grands murs, par des bâtiments, et puis une église qui va être l'église des Innocents, l'église des Innocents qui va être construite vers 1100 après Jésus-Christ. Et puis juste à côté, bien voilà, nous sommes bien sûr dans les Halles. C'est un document donc qui date de 1553. C'est un document gravure sur bois, dit le plan de Truchet-Oyo, dit aussi plan de Bâle, donc qui est un document vraiment très important pour l'histoire de Paris, l'histoire des Parisiens. En 1434, Gilbert de Metz écrit, qui est un auteur sur la description de Paris, donc en plein milieu du Moyen-Âge, il écrit « Là est un cimetière moult grand, donc le cimetière des Innocents, enclos de maisons, appelé charnier, là où les os des morts sont entassés, là-bas sont peintures notables de la danse macabre et autres avec écriture pour esmouvoir les gens en dévotion. » Donc, vous voyez, on va revenir sur cette danse macabre juste un instant. Voilà cette danse macabre dont parle Gilbert de Metz en 1434, une danse macabre qui avait été peinte à fresque, dont il n'existe plus aucune trace. Hein, tout a été détruit sous Louis XIV. Cette danse macabre réalisée en 1424 par et ici, c'est tiré d'un ouvrage de Guyot Marchand de 1486. Donc, où l'on voit un peu une reproduction de cette danse macabre. Vous allez dire quelle relation encore avec l'alimentation.
parce que là, je vous parle des Halles, donc d'un lieu où tout a commencé là, et surtout pour vous dire que c'est un exemple unique dans l'histoire de l'art européenne, puisque cette danse macabre du cimetière des Innocents sera le modèle du genre reproduite à partir du XVe siècle, donc à peu près partout, même au XVIe siècle, à peu près partout en France. On a d'autres cas comme ça. Alors voilà, alors, ça c'est un exemple. Vous voyez cette danse macabre, et bien à chaque fois, on a la mort qui danse avec donc un personnage. Généralement, nous avons un clerc à gauche et un séculier, donc un laïc, excusez-moi, un laïc à droite. Ici, un cardinal, par exemple, à gauche. Ici, le roi. Ici, vous avez l'astrologien et le bourgeois. Vous voyez, l'astrologien qui est un clerc et le bourgeois. Et à chaque fois, la mort emporte, bien sûr, inexorablement. C'est le, le but de cette histoire de danse macabre, qui est un exemple vraiment très, très important dans l'histoire de l'art, entraîne bien sûr tous ceux dans son sillage. Alors, donc, il y avait donc comme ça 27 personnages masculins, aucune femme. Hein, vous voyez, c'était pas du tout sexiste au XVe siècle. Aucune femme, mais que des hommes. Donc, et parmi tous ces personnages qui sont entraînés dans la mort, seul un enfant, un chartreux et un cordelier, donc vous voyez, c'était des ordres mendiants du XIIIe siècle, au XVe siècle, qui n'étaient pas entraînés dans la mort, en tout cas où la mort était un petit peu entraînée aussi, mais la mort était un peu plus sympathique avec. Voilà. La plus vieille représentation du cimetière des Innocents, c'est cette superbe peinture anonyme qui est donc une vue du cimetière des Innocents avant 1571. On y voit un petit peu comment ça se représente, conservé au musée Carnavalet. Hein. C'était donc un espèce d'enclos assez incroyable. Vous voyez l'église Saint-Innocent qui n'existe plus là-bas, au fond. On voyait un certain nombre de croix hein, et de monuments. Et puis ici, vous aviez une espèce de tourelle, ce qui était un prêchoir, donc où les prêtres pouvaient prêcher au milieu du cimetière. Imaginez un petit peu. Il y avait donc 4 ouvertures de chaque côté. On devine un petit peu les fameux charniers. Alors les charniers, c'est ici, hein, c'est ce que vous voyez ici. Donc les charniers, c'est des greniers, c'est-à-dire que les ossements des morts étaient régulièrement déterrés hein, et entassés sous les sous-pentes, dans les greniers comme ça. Donc ça peut être tout à fait sympathique. J'ai montré quelques détails. Hein, voilà, donc ici, c'est bien sûr un enterrement. On met en terre directement un défunt. Et puis, il y a un mendiant, hein, déjà un mendiant à l'époque, comme il y en a aujourd'hui encore aux Halles d'ailleurs. Hein, donc, un lieu un petit peu interlope, on va dire. Hein. Les Halles, c'était déjà un lieu interlope où tout se mêlait, notamment les prostituées qui étaient au milieu du cimetière aussi, qui pouvaient très bien travailler là, en plein milieu du cimetière. Les chiens, vous voyez que les chiens se servaient allègrement dans le cimetière aussi, pour ne pas dire les porcs. Donc c'était une ambiance qu'on a tout à fait du mal à imaginer, sans parler bien sûr des honneurs. Il y avait aussi une rue des écrivains pour les écrivains publics donc, dans ce cimetière qui pouvaient aussi travailler. Voilà, donc c'est un document vraiment exceptionnel. Un plan de ce cimetière donc, vers 1550, donc on voit très bien l'église, le prêchoir que je vous ai montré tout à l'heure, on le voit ici, la tour Notre-Dame-des-Bois, ici où se situait la statue que je vous ai montrée tout à l'heure, vraisemblablement, et puis les charniers, les fameux charniers, la danse macabre, on la voit ici, elle était représentée sous ces 11 arches, ici, hein, celle dont je viens de vous montrer tout à l'heure, les figurations en gravure sur bois. Et puis donc, vous voyez, donc, les différentes ouvertures, on pouvait pénétrer à l'intérieur de cette enceinte du cimetière des Innocents. En 1780, excusez-moi, à droite, le plan de droite, vous voyez que ça n'a quasiment pas changé. On est toujours à peu près dans la même chose, sauf qu'effectivement, à ce moment-là, on avait construit un énorme bâtiment qui est sur le côté, donc, on va dire, sud maintenant de la place Joachim du Bellay, qui est devenue la place Joachim du Bellay actuellement. Sous Louis XIV, en 1669, on a construit un énorme lotissement, un énorme immeuble, un des premiers immeubles de Paris aussi bien construit, aussi bien fait, un petit peu et en détruisant bien sûr le charnier qui était à ce moment-là, à cette époque, à cet endroit-là. Quelques vues. Alors ça, c'est donc une reconstitution vers 1750 de ce cimetière. Vous voyez un petit peu l'ambiance à cet endroit-là. Alors, je passe vite sur cette image parce que c'est une reconstitution du 19e siècle, donc pas forcément très intéressant. Je préfère, comme vous savez, les vrais documents. Et donc ici, vous voyez en 1787, du 21 février 1786, très précisément, puisque c'est noté en bas à droite, un document qui est conservé au musée Carnavalet, donc un dessin original par Claude-Louis Bernier,
une vue d'une partie du cimetière juste avant sa destruction, hein, puisqu'il va être détruit, on va y revenir, il va être détruit à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, les Parisiens, en tout cas certains architectes ont eu l'idée de dire, ben voilà, si on va détruire ce cimetière des Innocents, eh bien, il est temps bien sûr, de garder quelques traces, donc de dessiner ce cimetière tel qu'il se présentait à ce moment-là. C'est une pièce pareille, avec quelque chose d'assez émouvant. Donc Claude-Louis Bernier était architecte, mais aussi a fait d'autres dessins de Paris comme ça de cette époque-là. Je vous en montrerai d'autres d'ailleurs. Voilà. Alors, on est à la fin de l'Ancien Régime, hein, on est toujours donc au cimetière des Innocents. Les halles existent aussi parallèlement juste à côté. Hein, donc les halles, on y vend de l'alimentation, mais pas uniquement. On y vend aussi des produits manufacturés, artisanaux. On estime donc que quand, en 1786, on va donc décider de fermer ce cimetière, à vrai dire, c'est plutôt 1780, après un accident qui s'est passé chez un restaurateur où donc des cadavres se sont déversés dans ces caves. Et donc là, les Parisiens se sont dit, il est grand temps de fermer ça. On estime à 1 million, et tenez-vous bien, 1 million le nombre de Parisiens enterrés dans ce cimetière des Innocents, qui était certainement un des plus grands cimetières, bien sûr de France, mais aussi d'Europe, bien certainement. Le niveau était tellement supérieur, était supérieur de 2 mètres par rapport au niveau des rues adjacentes, parce que bien sûr, on avait enterré sans arrêt, depuis l'époque mérovingienne, on avait enterré des Parisiens. Donc tout ça va être transféré en 1786 vers les carrières de la Tombe-Issoire, donc aujourd'hui du côté de Denfert-Rochereau. Et puis ça va devenir, comme vous le savez certainement, ça va devenir les catacombes. Les catacombes, on va réunir tous ces ossements hein, qui étaient là depuis tous ces siècles pour faire une sorte de visite un peu macabre, puisque les catacombes se visitent depuis 1809, donc à l'époque de Napoléon Ier, on pouvait commencer déjà à visiter les catacombes, qui étaient déjà un monument extrêmement célèbre dans Paris. Je passe vite. Alors, vous voyez ici cette fameuse fontaine des Innocents qui va marquer qui marque encore aujourd'hui cet endroit juste à côté des Halles, telle qu'elle se présentait pareil en 1787, donc un dessin de Jean-Nicolas Sobre. Et donc, on voit que cette fontaine des Innocents ne se présentait pas du tout de la même façon. Donc, elle avait été construite, bâtie en 1548 par Lescaut et Goujon, donc le grand sculpteur de la Renaissance, pour l'entrée de Henri II à Paris, l'entrée donc de Saint-Denis après son sacre à Saint-Denis, et l'arrivée à Paris. Donc c'était des loggias, hein, vous voyez, c'est-à-dire des espèces de fenêtres comme ça, où les invités pouvaient suivre la procession du cortège comme ça. C'est l'origine de la future fontaine des Innocents. Il y avait quand même une fontaine, depuis le XIIIe siècle, il y avait une fontaine à ce moment-là, mais elle ne se situait pas du tout à l'endroit qu'on lui connaît aujourd'hui. Vous voyez que ces palissades que vous voyez sur le côté, c'était l'ancienne église des Innocents détruite à ce moment-là. On est juste quelques années avant la Révolution française. C'est un dessin que j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment l'ambiance de ce quartier et le fameux bâtiment construit sous Louis XIV que vous voyez au fond, ainsi, voilà. Je passe un petit peu parce que, voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire de cet espace? Les élus parisiens de l'époque, en tout cas les différents personnages qui décidaient de la vie, ont dit, voilà, cet espace libre, il va falloir en faire quelque chose, et on va en faire un marché, parce qu'on est juste à côté des Halles. Et en 1789, s'ouvre sur plus de 2000 mètres carrés, s'ouvre un premier marché aux herbes. Ce marché aux herbes, le voici, tel qu'il se présente sur un tableau de John James Chalon, donc, qui est un peintre suisse et qui donc a dessiné ce fameux. Alors, vous voyez, on a déplacé, on a gardé la fontaine des Innocents qui était de l'autre côté de la rue Saint-Denis, en face de vous, et on l'a rapproché au milieu de l'ancien cimetière. Et puis maintenant, eh bien, on peut y vaquer pour y vendre des herbes et des légumes. Alors, sur ce tableau, c'est assez intéressant puisque ce tableau qui date de 1829 et qui est conservé au musée Carnavalet à Paris, on voit pour la première fois, en tout cas moi je n'ai pas trouvé de document plus ancien, on voit pour la première fois un fort des Halles. C'est ce personnage qui a ce gros chapeau jaune sur la tête. Alors les forts de Halles existaient depuis Saint-Louis, hein, donc on va y revenir, on va en revoir tout à l'heure. Les forts des Halles, c'est une corporation, c'est eux qui déchargent les marchandises. Les forts, évidemment, comme son nom l'indique, c'est parce qu'il fallait être plus que fort même. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils portaient ce qu'on appelait le colletin. Le colletin, donc, c'est ce chapeau qui les faisait reconnaître entre tous au marché
Euh, donc, c'est coltin, c'est ce qui va donner le verbe coltiner, se coltiner quelque chose, c'est-à-dire transporter quelque chose. Donc, c'est jamais très agréable de se coltiner quelque chose, et ça vient de ce vieux mot en français. À l'intérieur du chapeau, il y avait une coque de plomb pour se protéger des charges, etc. On estime qu'ils étaient 600 vers 1900, 600 forts des Halles vers 1900 à Paris, ils ne seront plus que 300 à la fin, avant le transfert à Rungis en 1971. Après 1971, après le transfert des Halles à Rungis, il n'y aura plus de fort des Halles, ça sera terminé. Et encore une super photo que j'aime beaucoup, un document de Charles Marville, qui est le marché des Innocents avant 1851. Il sera démoli pour les Halles de Baltard. Et voilà, c'est la fin, vous voyez, toute cette histoire en allant très très vite, de ce cimetière des Innocents. Alors, passons aux Halles, évidemment, proprement dites, puisque le temps passe. Les Halles donc, vont commencer après, donc vous avez bien compris, le cimetière des Innocents. C'est au XIIe siècle que les Halles vont commencer à fonctionner d'une manière assez étonnante. En 1137, Louis VI va racheter à l'évêque de Paris, qui était propriétaire de ces terres, les champeaux que vous avez vus sur le plan tout à l'heure que je vous ai montré. Les champeaux, ce qui veut dire les petits champs. Il y a encore la rue des Petits Champs à Paris, donc qui viennent de ce lieu-dit, les champeaux. Il y a même un restaurant qui s'appelle Les Champeaux, encore aujourd'hui, tenu par Ducasse, et un clin d'œil à ce temps très très ancien du XIIe siècle. Le XIIe siècle, c'est la monarchie se fixe à Paris, donc c'est un grand changement dans l'histoire parisienne, et l'on comprend très bien pourquoi tout ça correspond au début du développement des Halles. Donc en 1180, Louis-Philippe Auguste, excusez-moi, qui est le grand roi qui va s'occuper de Paris, qui va construire sa première enceinte, eh bien Philippe Auguste rachète la foire Saint-Lazare ou Saint-Ladre donc au Chartreux et la transfère donc au Champeau, donc à cet endroit-là. Donc c'est là le début, tout début, 1181 de l'histoire des Halles. Alors, ici, vous avez une représentation des Halles telles que vous pouvez les imaginer, très très simple, vous voyez, hein, quelques étals. Ici, ce sont des drapiers. Vous allez voir pourquoi c'est important, parce que ce n'est pas du tout un marché alimentaire au début, c'est vraiment un marché d'abord de draps. On y vend des draps, on y vend de la mercerie, on va diversifier au fur et à mesure des époques les choses, mais c'est d'abord du drap qui vient de Bruxelles, qui vient donc de loin souvent un peu de drap parisien, mais qui va rapidement ne pas très bien se vendre par rapport au drap flamand et au drap de Belgique. Donc, c'est le début, tout début de cette histoire des Halles. Alors, c'est un plan que je suis un petit peu embêté à faire. Donc, sur le cadastre actuel, vous voyez, pour voir exactement l'emplacement des Halles tel que c'était au tout début. Ce que l'on voit, ce que je vous ai marqué en grisé ici, eh bien, c'est les Champeaux, hein, c'est le fameux domaine des Champeaux. En rouge, on voit la canopée actuelle, donc c'est tel que se présente les Halles aujourd'hui à droite, hein, sur des limitages, donc c'est très très précis. Hein. Et puis, Philippe Auguste va construire en 1183 un premier mur. Il va construire un premier mur autour des Halles pour enfermer, protéger les marchands, protéger les rapines. Vous avez vu, c'était pas très très bien fréquenté. Il y avait une faune un peu particulière à cet endroit-là. On était encore à l'extérieur de Paris. Et puis, il va construire donc les premières halles, c'est ce que vous voyez, les deux rectangles ici que vous voyez. On est à côté du cimetière des Innocents qui est représenté ici en bas, avec l'église des Innocents. On devine en dessous l'actuelle fontaine des Innocents telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis, tout autour, il va construire des maisons hein, pour enfermer petit à petit des maisons, ce qu'on va dire les maisons à piliers. On va revoir ça tout à l'heure. Et puis en 1190, quelques années à peine après, hein, il clôture donc le cimetière des Innocents en 1186. Et puis en 1190, 4 ans plus tard, il construit cette énorme enceinte qui est toute petite aujourd'hui, mais l'enceinte qui fermait bien sûr pour fortifier Paris, pour défendre Paris, notamment bien sûr des Anglais, entre autres. Mais voilà, donc cette enceinte dont il ne subsiste quasiment plus rien, si ce n'est rue du Louvre aujourd'hui, juste à côté, alors que je me repère bien ici, voilà, nous avons ici une tour qui reste encore à cet endroit-là, à Paris, juste à côté de la Bourse du Commerce, l'ancienne Bourse du Commerce. Vous voyez, donc il se passe beaucoup de choses au XIIe siècle. Voilà, je passe un petit peu. Alors, le problème dans toute cette histoire longue du Moyen-Âge aux Halles, c'est qu'on n'a pas beaucoup de représentation. Je vous montre un plan des Halles tel que ça va vite se développer, parce qu'on est en 1300, donc deux siècles plus tard, enfin un peu plus d'un siècle plus tard.
Des rues vont se développer. Nous avons ici, donc les halles vont se développer, se spécialiser aussi. Vous remarquerez qu'il y a un pilori, on va revenir sur le pilori tout à l'heure. Une fontaine, c'est un puits. Ici, c'est donc le marché de la Marée que vous voyez en 1. En 2, on a la halle au blé qui se situe ici. En 3, sur ce plan, donc des marchands forains. En 4 et 5, des toiles et des draps qui étaient au cœur du marché, du petit marché, mais quand même déjà assez impressionnant, vous voyez, dans ce tissu urbain donc, qui était vendu. En 6, vous aviez une boucherie, ce qu'on appelait la boucherie de Beauvais, toujours en référence au drapier de Beauvais. Donc cette boucherie va rester très très longtemps, va exister pendant très longtemps, jusqu'à la Révolution française, où elle sera détruite. Et puis, à l'eau chaudronnier, voilà, on passe des choses. Ici, c'était la rue de la Cossonnerie, par exemple, où on vendait les volailles. Voilà. Alors, tout ça, effectivement, faisait que, quand même, il y a un urbanisme qui se développe. La rue Saint-Honoré, hein, avec la porte Saint-Honoré, on peut passer à l'ouest de Paris, existait bien, longe la rue de la Ferronnerie, mais c'est quand même un tissu urbain extrêmement serré. Et le cimetière des Innocents, que vous voyez très bien marqué ici sur le côté. Alors, on n'a pas beaucoup de représentations, on n'a même aucune représentation de halles pour l'époque du Moyen-Âge. En tout cas, ici, on est au XVe siècle. Ça a été tiré d'une miniature conservée à la Bibliothèque municipale de Rouen, où on peut imaginer un petit peu comment se présentaient ces halles, où on vendait surtout des produits artisanaux, des produits manufacturés, comme je vous l'ai dit. L'alimentation est quand même un petit peu négligeable à ce moment-là. Néanmoins, dans cette image, on voit un cordonnier, on voit un potier, un orfèvre, on voit un marchand de draps. Ces 3 corporations de métiers ne devaient certainement pas se mélanger les unes après les autres, mais on voit très bien le principe de l'étal et de la vente très simple, hein, tel que ça se présentait aux halles à cette époque-là, à ce moment-là. Les seuls produits vraiment vendus alimentaires, en tout cas au Moyen-Âge, aux halles de Paris, c'était le blé, vous avez vu qu'il y a une halle au blé, et puis la marée, donc la halle au poisson. On va y revenir tout à l'heure, pourquoi le poisson était particulièrement important à ce moment-là. La seule représentation figurative des halles pour le Moyen-Âge, et en tout cas là on est à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, c'est cette exécution d'un certain Amerigo Marcel. C'était un Auvergnat, un routier, c'est-à-dire un mercenaire. Pendant la guerre, bien sûr, la guerre de 100 ans, on est en pleine guerre de 100 ans, eh bien, il va prendre parti pour le roi d'Angleterre et il va mal finir puisque les Halles, à ce moment-là, étaient aussi un lieu d'exécution. Alors, on le voit, hein, ce malheureux Amerigo Marcel, ici, prêt à être exécuté sur le carreau de la Marée. Ici, on voit très bien, chose exceptionnelle, on est au XVe siècle, hein, que le carreau, il est pavé, hein, on voit qu'il y a des pavés en dessous. On a dressé une estrade, on voit déjà ces fameuses maisons piliers derrière, et puis ces 2 monuments qui vont rester très longtemps, je vais vous montrer d'autres représentations tout à l'heure, qui est le pilori au milieu, et puis la fontaine à côté. On a déjà vu sur le plan tout à l'heure. Le pilori viendrait, le mot pilori même, hein, puisque c'est un mot qui va se répandre un petit peu partout, viendrait de puits, le puits Lori. Lori, c'est le nom d'un quelqu'un qui habitait par là. Et le puits Lori va donner le pilori, lieu non pas d'exécution, mais d'exposition des manants et des pauvres criminels qui pourront être ainsi exposés à la foule sur un lieu de passage qui est, moins qu'on puisse dire, qui est les Halles. Le lieu d'exécution des Halles, c'est un lieu d'exécution qui va rester pendant surtout au XVe siècle. Ce sera surtout la place de Grève, comme vous le savez. Hein. Place de Grève, c'est-à-dire l'hôtel de ville, qui va devenir le lieu d'exécution principal à Paris, sans parler du gibier de Montfaucon, mais là, on n'est plus à Paris, on est tout à côté de Paris, à l'extérieur de Paris. On passe un petit peu les époques, on arrive au XVe siècle. Je vous redonne un petit peu le plan que je vous ai, donc le plan dit de Bâle que je vous ai montré tout à l'heure, qui date de 1553. En 1543, 10 ans auparavant, donc à la Renaissance, il va y avoir une réformation des Halles. Pourquoi? Parce que les Halles, pendant toute la guerre, les guerres donc de 100 ans, entre autres, et puis tous les problèmes de guerre intestine à Paris entre les Armagnacs, les Bourguignons, etc., eh bien, il va y avoir, les Halles vont tomber en ruine, elles seront quasiment plus utilisées par les marchands qui préfèrent vendre leurs marchandises dans leurs boutiques beaucoup mieux protégées. Donc les Halles sont en ruine
à peu près à ce moment-là, tels qu'on les voit ici. On voit la halle au blé, on la reconnaît ici, hein, la rue de la fromagerie, la rue de la cochonnerie, qui est la cossonnerie, où l'on vendait les volailles. Les cossonniers, c'était ceux qui vendaient les volailles, qui élevaient les volailles, non pas les cochons, hein, cossonnerie. La friperie qui est au milieu. Et l'on voit curieusement un jeu de paume, hein, un jeu de paume, donc l'ancêtre du tennis, qui avait été aménagé tellement, bien sûr, ce lieu des Halles n'était plus du tout la boucherie de Beauvais, qui est indiquée ici. Léla et Saint-Eustache, vous voyez ici, les Halles qui n'étaient plus du tout employées à ce moment-là. Alors, un autre document, tout ça, c'est les seuls documents qu'on ait hein, pour cette époque de l'Ancien Régime. Là, on est passé à l'Ancien Régime. Un éventail conservé encore au musée Carnavalet, que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est vraiment très intéressant, qui représente donc la Maraie, hein, donc le carreau de la Maraie au XVIIe siècle. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'auteur, c'est anonyme. Une peinture qui est donc sur éventail, qui est vraiment très, très vivante, où l'on voit donc l'arrivée de la marée, le déchargement des poissons, dont certains ont une taille, vous avez vu, assez impressionnante, et puis quelques scènes d'ambiance qui représentent un petit peu, et puis on voit même des ici, hein. Et puis ces fameux, on voit ces fameuses charrettes, hein, ce qu'on appelait les chasse-marées, qui étaient des percherons, donc c'était des chevaux très très robustes pour amener la marée donc du Tréport, de Dieppe, de Normandie jusqu'à Paris. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Il faut se dire quand même que donc au Moyen-Âge et à l'Ancien Régime, on a des jours de carême énormément dans l'année. On a entre 100 et 200 jours par an de carême. C'est-à-dire qu'il ne faut pas consommer de viande, mais on peut consommer du poisson. C'est donc des jours jeûnés, donc d'où l'importance du poisson. Donc la première vente, c'est pas du tout la viande comme on s'imagine à cette époque-là, c'était le poisson. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Il reste dans le paysage parisien une trace de cette route, de ce chemin emprunté par les chasse-marées qui partaient le soir du Tréport, de Dieppe, des grands ports normands, pour amener le poisson à Paris, aux Halles. Il y a bien sûr la rue Poissonnière, et puis si on continue la rue Poissonnière, la rue du Faubourg Poissonnière, qui est la trace encore aujourd'hui dans le paysage et qui n'a pas bougé hein, dans son tracé, qui est la trace de ces poissons qui arrivaient à Paris. C'est une organisation, les Chasse-Marées, qui donc on pourrait développer, c'est presque une conférence. C'est la première organisation en France où il y a des relais de chevaux, où prévoit, on planifie pour que le poisson arrive le plus frais possible à Paris. Au XVe siècle, 90% du poisson pêché à Dieppe, au XVe siècle, 90% allait déjà à Paris. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, je vous ai montré quelques détails. On voit bien sûr un moine qui est en train de se pâmer sur une raie. Donc, ça, c'est vraiment sous cet éventail que j'aime beaucoup. Et puis, cette vendeuse d'huîtres ici que vous voyez là, des huîtres plates, puisqu'il n'y avait pas encore les huîtres creuses qui sont des huîtres portugaises, comme vous savez bien. Et puis, ces commères, hein, crier comme une poissonnière, c'était quelque chose qui évidemment existait déjà. Alors, on arrive au milieu du XVIIIe siècle. Il va se passer, bien sûr, pas grand-chose. Finalement, vous avez vu les plans hein, tout à l'heure. Paris se développe dans le reste des quartiers, bien sûr, dans la rive droite en tout cas, ça certainement. Mais bien sûr, il va se poser la question quand même de savoir comment faire pour nourrir les Parisiens. Parce qu'effectivement, les marchés sont pas nombreux. En tout cas, il n'y a pas suffisamment de marchés à Paris. Les halles sont complètement engorgées, donc il va bien falloir faire quelque chose. Et puis, alors, pour vous dire quelques chiffres comme ça, en 1637, sur 413 000 habitants à Paris, on consomme 650 000 hectolitres de vin, soit 155 litres par personne et par an. On consomme 368 000 moutons et agneaux, 40 000 bœufs, 67 000 veaux, 25 000 porcs. Vous voyez, donc c'est énorme. À la Révolution française, on pourrait encore donner tout ça folle. On est à 600 000 habitants, donc 200 000 habitants de plus. Donc effectivement, vers 1750, on se pose bien la question comment on va pouvoir développer ce marché vers l'alimentaire et non plus, comme vous avez compris, des objets manufacturés, en l'occurrence les draps, la mercerie, la chaudronnerie, etc., la tonnellerie,
et tous ces artisans, et il va bien falloir changer un petit peu d'idée. Alors, voilà un document qui ne paye pas du tout de mine, mais comme souvent, je vous l'ai déjà dit, les documents les plus anodins sont des fois les plus importants. En tout cas, c'est un plan de 1748 signé par Germain Boffrand. Alors, Germain Boffrand, c'est un architecte très, très important. C'est lui qui va notamment faire l'hôtel de Soubise à Paris, ou la bibliothèque de l'Arsenal, ou le château de Lunéville. Donc, c'est pas un architecte commun. Et il va répondre à un appel d'offres, un concours lancé en 1748 pour créer une place royale à Paris. Et il va décider de dire voilà, eh bien, il va falloir tout enlever des halles, on va tout supprimer. Alors, on est en 1750, c'est-à-dire on est 100 ans avant Baltard. C'est quand même impressionnant comme document, puisque Baltard va resuivre ses préconisations pour créer une place royale. Alors, à cette époque-là, en 1748, on voulait créer une place royale. Ici, vous voyez la statue équestre qui était réservée pour le roi donc Louis XV à ce moment-là. Et puis, une halle au blé construite à l'ouest, qui est à peu près à l'emplacement où elle se situe aujourd'hui. Elle n'est pas encore construite, cette halle au blé. Et puis, une halle aux légumes et aux poissons à droite. Enfin, à droite, c'est-à-dire, excusez-moi, à l'est. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose, un plan qui va être très, très important, qui sera suivi par la suite. Un autre monument qui sera construit toujours, alors vous voyez, c'est très chronologique mon affaire, hein, qui sera construite en 1762, c'est la halle au blé, la fameuse halle au blé qui sera révolutionnaire. On pourrait y passer beaucoup de temps aussi, mais donc ici un tableau de Pierre-Antoine de Machy qui date de 1765 et qui donc reproduit cette construction de cette halle au blé complètement révolutionnaire, donc un plan donc en anneau, un plan rond, qui représentait un petit peu en hommage au théâtre antique. Et donc, un plan, c'est le premier monument à Paris construit pour une volonté commerciale. Alors, donc, c'est un monument qui va marquer les Parisiens. Comme vous le savez sans doute, aujourd'hui, ça devait ouvrir au printemps, mais c'est la Fondation Pinault qui a racheté ce monument parisien par excellence. Peut-être, je pense, moi, en tout cas, avec le Louvre, un des plus grands monuments parisiens du fait de son histoire. Révolutionnaire, pourquoi? Parce qu'on va y revenir, je vais vous expliquer. Voilà un autre dessin. Alors, j'ai quelques représentations de cette halle au blé qui va donc déjà, vous voyez la taille, l'imposance, le côté énorme de la halle au blé pour nourrir Paris, qui était devenu quand même quelque chose de très extrêmement important. Un dessin de Jean-Baptiste Maréchal qui date de 1786. Donc on reconnaît très bien cette halle au blé. Ce qui faisait un peu la spécificité de cette construction, c'est que donc la coupole fait 42 mètres de diamètre, donc c'est énorme pour l'époque. 25 fenêtres qui éclairaient, donc où on a massé les blés et les grains, et couvert d'une charpente en bois en 1782, qui était une vraie prouesse technique, et d'une autre couverture en métal en 1809, autre prouesse technique. Donc c'était le bâtiment du point de vue architectural qui a marqué le plus Paris, incontestablement, mais aussi peut-être même le monde. En tout cas, c'est le premier monument vraiment important comme ça. Le problème, c'est qu'effectivement, cette halle au blé était séparée du reste des halles qui continuent à fonctionner pour l'alimentaire, mais qui fonctionnaient un petit peu mal. Et donc, il y avait toutes ces pâtés de maisons, toutes ces maisons qui étaient entre chaque. Encore une vue. Voilà, ici, vous voyez un double escalier pour monter et pour descendre, hélicoïdal. À l'intérieur de cette. Donc, ça, on est dans les greniers, on amasse les grains, vous voyez. Et donc, ce double escalier qui était complètement révolutionnaire du point de vue architectural aussi pour l'époque. Encore une dernière vue pour le plaisir, qui date de vers 1800. On voit ces sacs de grains accumulés après la construction de l'armature en fer dans cette halle au blé. Donc, c'est une époque de transition. On est quelques années avant la Révolution française. Vous avez compris tout à l'heure que le cimetière des Innocents avait été détruit, je vous l'ai dit, en 1786, suite à l'arrivée de cadavres en 1780 dans une cave d'un restaurateur. On va donc décider de supprimer le cimetière des Innocents, d'assainir Paris, et on va décider aussi peut-être de un petit peu changer un petit peu la donne, essayer de développer les halles d'une manière beaucoup plus importante qu'elle ne l'avait jusque-là été. Alors, vous voyez là encore des images que j'aime beaucoup. Vers 1750, ce tableau signé par Étienne Jorat qui s'appelle « Les écosseuses de Petit Pois », qu'on voit ici devant.
On voit encore le pilori pardon, qui avait été construit en 1542, le pilori qui n'était plus en fonctionnement, ou très peu en tout cas à ce moment-là, et puis cette fontaine que l'on va garder. Donc, vous voyez, c'est ce Paris médiéval qui existe encore au XVIIIe siècle, qui va bientôt, à la Révolution française, disparaître, puisque le pilori sera détruit en 1785, un an avant la destruction des Innocents, du cimetière des Innocents. Ce pilori, dessiné par Bernier, tout à l'heure, on a vu ces beaux dessins de cet architecte qui est dans le cimetière des Innocents. Et un dernier tableau que je voulais vous montrer aussi, signé par Debucourt, le pilori des Halles, à l'occasion de la naissance du dauphin, un tableau de 1782. Tout ça, c'est assez rare, on ne les voit pas beaucoup reproduits dans les histoires des Halles. Donc, vous voyez, le pilori est encore là, on est quelques années avant la suppression de ces symboles de la monarchie, et on est juste avant la Révolution française, puisque le pilori des Halles, c'était un pilori royal, c'était un marché royal, et bientôt, bien sûr, tout ça, avec la Révolution française, ça va disparaître. Alors, sous l'Empire, Napoléon va essayer de changer tout ça. Il va y avoir aussi, rien ne va aboutir, puisque évidemment, tout ça demande des expropriations énormes, demande un travail complètement sidérant, et Napoléon ne va pas réussir à faire tout ce qu'il aurait voulu aux Halles. D'ailleurs, il n'avait pas une grande considération pour les Halles. Il disait que les Halles étaient indignes de Paris. Donc, vous voyez, il n'avait pas grande idée. Par contre, il avait l'idée quand même d'arranger un petit peu l'aménagement urbanistique, et en tout cas pour faciliter l'arrivée des charrettes et de tous ces marchandises aux Halles, notamment en détruisant le Châtelet qui bloquait, le vieux Châtelet médiéval construit aussi par Philippe Auguste, et qui bloquait bien sûr l'entrée des Halles côté Seine. Donc, il va donc raser ce Châtelet, ce vieux château médiéval de représentant de la justice, et puis il va donc créer cette place du Châtelet que vous voyez ici. Ce que vous apercevez à gauche sur ce document que j'aime beaucoup, beaucoup, on voit donc la colonne, j'espère que vous la voyez ici à droite. On voit la tour Saint-Jacques au fond, bien sûr, Saint-Jacques de la Boucherie, et puis devant, on voit ce bâtiment qui n'existe plus du tout aujourd'hui, qui est donc un restaurant, le restaurant du Veau qui tête. Alors ça, on pourra en parler longtemps, mais ce n'est pas un petit peu dans notre sujet. Mais en tout cas, ce restaurant, vous voyez, c'est une vieille bâtisse, a été aménagée dans l'ancienne boucherie donc du Châtelet. L'ancienne boucherie du Châtelet, qui était la principale boucherie donc de Paris, et qui, donc, vous voyez, on est en 1809, si je ne m'abuse, en 1800, vers 1809, oui. Donc, qui sera, avant d'être détruite, vous voyez, qui sera réutilisée, cette ancienne boucherie, réutilisée pour faire un restaurant. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez amusant. Alors, les projets vont se succéder. On va construire un marché qui n'existe plus aujourd'hui, qui est là, rive gauche, quai des Grands Augustins. On va construire donc le marché de la vallée pour les volailles. Vous avez vu, là, il y avait la rue de la Cossonnerie tout à l'heure. Bien, on va essayer de faire un marché pour les volailles construit en 1809 et qui va fonctionner jusqu'en 1866. Après, il sera supprimé, ce marché de la vallée. On va essayer, vous voyez, de trouver des solutions à l'extérieur des Halles, de construire d'autres marchés. Et on va quand même se résoudre en 1813, entre 1813 et 1818, à construire un nouveau marché, donc détruire, exproprier une grande partie des habitants et donc détruire des rues et des maisons pour construire ce marché des Prouvaires que vous voyez ici. Ce marché des Prouvaires, vous voyez, c'est le côté sud, face sud de Saint-Eustache, qu'on voit très bien sur cette gravure, et ce marché des Prouvaires qui était donc destiné à la viande. Vous voyez, il y a une évolution complète entre, vous avez vu, surtout le poisson, l'Ancien Régime, au Moyen-Âge et l'Ancien Régime, et puis là, eh bien, la viande qui devient la grande nourriture carnée. On est au début du 19e siècle, la grande nourriture, en tout cas principale, à Paris et aussi ailleurs, d'ailleurs, il faut bien le dire. Ce marché des Prouvaires sera détruit en 1862. C'est un marché mais la viande va continuer à être vendue dans cette ère-là, dans ce côté-là des Halles, à l'époque de Baltard. Alors, on en est où à l'époque, un petit peu dans tout ça? Vous voyez, c'est un peu compliqué. Le marché aux herbes, vous avez vu, c'est le cimetière des Innocents qui date de 1889. On va essayer de construire des petits marchés, mais qui ne vont pas marcher. Les marchés ne marcheront pas. La halle aux carpes, vous voyez, en XVIIe siècle. Le marché au beurre 1823, marché aux poissons 1822. On va essayer de refaire un petit peu tout ça, de détruire
les bâtiments, mais sans vraiment y arriver. Marché à la verdure et aux fruits qui a remplacé l'ancienne halle au blé, la première halle au blé des halles, et puis la nouvelle halle au blé que vous avez vue, dont je vous ai montré tout à l'heure les choses, et le marché des fruits que vous voyez ici, juste côté sud de Saint-Eustache. Donc, on va essayer d'arranger un petit peu, de bidouiller, on va dire, hein, les choses, mais rien d'exceptionnel à ce moment-là. Bien sûr, tout va un petit peu s'accélérer, mais même d'une manière carrément révolutionnaire, puisque les halles médiévales, les vieilles halles vont être détruites avec l'arrivée bien sûr, de Baltard. On va dire que c'est enfin le ventre de Paris, hein, puisque cette expression, comme je vous l'ai dit au tout début en introduction, c'est Émile Zola qui va parler des halles comme le ventre de Paris. Eh bien, ces halles qui, bien sûr, vont commencer à être construites. Un premier projet en 1845 par Baltard, bien sûr, déjà, mais c'est un projet en pierre, c'est un projet donc en architecture classique. Baltard, il avait eu le prix de Rome, c'est quelqu'un de très connu, c'était aussi l'ami de Haussmann, et c'est pas pour rien que petit à petit, d'un projet en pierre, on va décider de manière complètement révolutionnaire de faire un projet en métal. Alors, vous voyez, ici, c'est une carte postale, bien sûr, de l'ambiance vers 1900 dans ce carreau des Halles. Voilà, sur un plan un peu compliqué, je m'en excuse, mais sur le cadastre actuel qui est en blanc et noir de fond, le cadastre de 1830 que vous voyez ici en rose, hein, vous voyez que, bon, ça a quand même pas mal changé. Hein. D'ailleurs, il y a de nouvelles rues qui vont être construites sous Haussmann. Et bien sûr, on remarque la halle au blé ici, ronde, hein, qui est toujours en place, tel que ça se présente aujourd'hui, Saint-Eustache. Et puis, ces pavillons de Baltard qui vont être construits à partir de 1851, où l'on pose la première pierre, ou je dirais même la première poutrelle métallique, puisque ça serait une architecture de fer qui va être privilégiée à ce moment-là. En 1857, donc Paris compte 1,2 million d'habitants et il a bien fallu se résoudre à détruire les anciennes halles médiévales pour faire donc nourrir toute la population parisienne. Voilà, donc quand même, on va exproprier 330, on va détruire 330 maisons, exproprier un nombre considérable d'habitants pour construire ces fameuses halles de Baltard. Au départ, il n'y avait donc pas 10 pavillons construits, mais 14. Donc, seulement 10 ont été construits. Donc, d'abord, à l'est, on va en construire 6, ces 6 premiers que vous voyez ici. Et puis, donc, ça, c'est de 1857 à 1858. Et puis, les 4 autres à l'ouest, de 1860 à 1866. Révolution aussi, 1200 becs de gaz posés. Bon, maintenant, voilà, hein, ces fameux pavillons de Baltard, tels que une photo de 1952 que j'aime beaucoup, qui permet de signer par Roger Enrard. L'on voit très très bien tel que ça se présentait à ce moment-là, le tissu tel que l'a voulu Napoléon III. Finalement, il n'était pas encore Napoléon III à ce moment-là, puisque quand il a signé en 1851, il était prince-président. Mais en tout cas, tel que Baltard et Napoléon III, Haussmann ont rationalisé complètement l'espace qui était devenu ingérable, surtout pour nourrir autant d'habitants. Voilà, donc voilà un petit peu, bien sûr, je voulais, pour terminer, puisqu'il me reste 10 minutes pour les questions, je voulais vous citer, bien sûr, Émile Zola, Le Ventre de Paris, puisque c'est ce que l'on voit là. Donc, dans le chapitre 1, où il décrit un petit peu, qui est très connu, mais je ne peux pas passer à côté, décrit très bien cette ambiance des halles. Donc voilà, je vous montre aussi quand même cette image des rues aux piliers qui vont être complètement détruites, médiévales, hein, de l'époque médiévale. Ici, c'est la rue de la Tonnellerie, qui va être bien sûr détruite, qui n'existe plus du tout aujourd'hui, sur une gravure donc avant 1860. C'est assez impressionnant d'imaginer toutes ces maisons, cette vétusteté aussi, puis cette manque d'hygiène, il faut le dire clairement, pour cette partie. Avant de vous citer Zola, je voulais montrer aussi ces documents. Voilà les halles telles qu'elles se présentaient à l'époque de Baltard. Tout ce que vous voyez en rouge, eh bien, sur l'ancien tissu, l'ancien parcellaire, eh bien, ce sont les rues percées par Haussmann. On remarque bien sûr donc le boulevard de Sébastopol. On voit aussi la rue Étienne Marcel, qui va bien sûr complètement défigurer
le quartier. L'on voit aussi la rue du Pont-Neuf qui n'existait pas, tout ça pour faciliter bien sûr l'arrivée des convois vers les halles centrales et essayer d'arranger au mieux la circulation. Mais c'est devenu vraiment impossible. C'est vraiment devenu quelque chose de très, très impossible. En 1900, Paris compte 2,6 millions d'habitants, donc c'est encore une menace d'asphyxie totale. Les halles ne suffisent plus du tout à nourrir son homme, comme on dirait, et de nouvelles, bien sûr, idées vont émerger. Je voulais citer Zola avant de terminer. Il leva une dernière fois les yeux, il regarda les halles, elles flambaient dans le soleil. Un grand rayon entrait par le bout de la rue couverte, au fond, trouant la masse des pavillons d'un portique de lumière, et battant la nappe des toitures, une pluie ardente tombait. L'énorme charpente de fonte se noyait, bleuissait, n'était plus qu'un profil sombre sur les flammes d'incendie du Levant. Vous montrer, voilà, ça c'est un petit peu l'ambiance évidemment de ces halles, de ces marchands sur le carreau, marchands de légumes qui venaient de la région parisienne, la plupart du temps pour vendre bien sûr leurs légumes. À partir de 1896, voilà, je vais arrêter avec Zola parce que bien sûr ça demanderait plus de temps. Si vous avez le temps ce soir, vous pourrez relire ce passage au chapitre 1, donc, où il décrit très très bien ces halles de Baltard. Et donc, tout ça pour dire qu'en 1896, date importante, 1896, eh bien, on va arrêter de vendre au détail, tel qu'on le voit, on peut voir, vous voyez les Forts des Halles, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, cette corporation de métiers qui va disparaître complètement avec Rungis en 1971. Donc, ces Forts des Halles qui sont toujours aussi forts. La halle aux poissons, donc vous voyez, on est certainement avant 1896 parce que la vente au détail sera, donc, comme on le voit ici, sera interdite et il n'y aura plus que de la vente en gros dans les pavillons à partir de 1896. Donc on ne pourra vendre que au détail que dans les rues adjacentes. C'est pour ça qu'il y avait autant de marchands des 4 saisons et autres maraîchères dans toutes les rues adjacentes. Je voulais terminer avec ces images que j'aime beaucoup aussi, donc anonymes, que j'ai trouvées sur Internet de très très bonne qualité, prise en 1968 en couleur. Donc, vous voyez le pavillon du poisson, la marée, et la viande, vous voyez, et le pavillon de la viande. Alors, le pavillon de la viande, donc tous ces pavillons, bien sûr, je vous ai dit, premier coup de pioche, 1971, on détruit entièrement les halles. 1969, l'année de ma naissance, eh bien, c'est la fin de l'activité totale des halles. Donc, 2 ans avant sa destruction, on arrête tout. Il va y avoir des tournages, il va y avoir dans ces pavillons de Baltard, il va y avoir plein de choses qui vont s'y passer, plein d'événements culturels, d'art contemporain et de danse, notamment. Voilà. Mais en tout cas, bien sûr, tout ça marque la fin d'une époque. On en est encore loin, puisque, comme vous savez, le Forum des Halles n'est pas encore construit. Il va y avoir beaucoup, je ne vais pas développer, puisque on n'est plus dans l'alimentaire, on n'est plus dans le ventre de Paris. Avec le départ à Rungis, eh bien, c'est la fin d'une époque qui aura quand même duré, comme vous le savez, comme vous avez compris. Voilà une image, une photo qui est extraordinaire de Jean-Claude Gautran, pardon, un grand photographe amoureux de Paris qui est mort en 2019. Donc il n'y a pas longtemps, et qui appelle cette photo l'assassinat de Baltard, donc une photo datée de 1971. Merci beaucoup et j'espère que ça vous a plu.